Salut Pierre. Salut MJ. Alors Pierre, si on revient à l'autruche, dans les autres langues européennes, en tout cas celles qui sont proches de nous, on va retrouver cette racine gréco-latine de avis strutos. Par exemple, en italien, on dit struzzo. En espagnol, on dit avestruz. Donc là, on voit vraiment le aves qui vient de avis. En anglais, c'est ostrich. Et en allemand, c'est Strauss. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Strauss, c'est aussi un nom de famille. Oui. Qui plusieurs compositeurs célèbres possèdent. Oui, en effet, il est peu probable néanmoins, je crois, que ce soit le nom l'autruche elle-même, qui soit à l'origine de ces noms, de ces patronymes. Il faut penser que Strauss, le même Strauss, veut aussi dire bosquet d'arbres. Bouquet aussi. Bouquet d'arbres. Donc plutôt un nom végétal et qui peut caractériser une propriété, donc du coup un nom. Donc c'est des homonymes en fait. C'est des homonymes, oui, c'est des homonymes. Par contre, il y a une ville allemande qui s'appelle Strausberg. Oui. Et alors, peut-être que Strausberg ne vient pas d'Autruche, mais en tout cas, la ville possède des armoiries extraordinaires puisque sur le blason, on voit une immense autruche au centre. Ah oui, mais là, ça, c'est formidable. Mais oui, c'est ce qu'on appelle les armoiries parlantes, qui étaient très, très fréquentes au Moyen-Âge. Lyon, on sait bien que la ville de Lyon, Lyon, ça s'écrit L-Y-O-N, ça vient de Luc Dunhomme, et dans son blason, Lyon a un lion. Son nom n'a aucun rapport avec le lion, bien sûr. Et qu'il n'y a jamais eu de lions qui ont beaucoup circulé là-bas. Non, pas voilà. vraiment. Et même Turin, il y a un taureau dans son blason et ça vient de Torino, mais c'est pas le taureau lui-même. Voilà. Il y a plein d'exemples comme ça. Et donc là, on est dans ce cas-là. Ce Strausberg, le plus logique quand même, c'est que ce soit une montagne arborée avec beaucoup de bosquets, de bouquets d'arbres, dans sa végétation. Voilà, et il est peu probable que l'autruche ait beaucoup circulé dans cette zone d'Europe. Voilà. Bien sûr. Donc c'est simplement le blason qui se prononce Strauss parce qu'il y a une autruche. C'est parlant. Bien sûr, ouais. Et tu disais montagne parce que Berg en allemand, ça veut dire montagne. Berg, montagne, bien sûr. Je parlais de compositeurs, on a notamment Johann Strauss, qui est le compositeur de la célèbre valse qu'on appelle le Beau Danube bleu. Oui, c'est ça. Il y a Johann et il y a Richard Strauss aussi dans d'autres domaines musicaux. Oui, là, c'est la même chose à mon avis. L'origine végétale est la plus probable. J'ai un ouvrage sur les origines des noms d'hommes célèbres. C'est vrai que cet ouvrage, au fond, laisse la porte ouverte en disant que ce Strauss-là, il parle de Richard Strauss, mais ça serait valable pour l'autre Strauss sûrement, en disant que ça peut être bouquet ou autruche ou encore lutte, combat. Voilà. Mais il ajoute, il est très probable qu'il s'agit d'un bouquet d'arbres près duquel est située la maison d'origine de la famille. Alors là, on vient de parler de quelque chose qui n'est pas totalement vérifiable et je te propose qu'on passe à quelque chose qui est totalement faux mais qu'on dit très souvent. C'est l'expression « faire l'autruche » ou la politique de l'autruche. Ah oui. Ça, c'est des expressions qu'on utilise très souvent en français, qui existent aussi en anglais et en allemand. Oui. Et en fait, ça désignerait le fait que les autruches aient l'habitude d'enfouir la tête dans le sable pour éviter des situations malheureuses. Oui, pour ne pas voir la triste réalité. Exactement. C'est un peu le même principe que The Elephant in the Room, un éléphant dans la pièce. C'est le fait de se cacher d'une évidence extrêmement grosse, en fait. Et en fait, c'est un comportement qui n'existe pas du tout chez l'autruche, puisque j'ai dit que les autruches, quand elles avaient un danger qui les menaçait, soit elles se défendaient avec leurs pattes, soit elles couraient à plus de 70 km/h. Alors, oui, mais tout de même, il y a une petite origine à l'expression. Évidemment. Parce qu'elles ont parfois à se défendre d'encore autre chose, qui est une tempête de sable, qui existe couramment dans les zones où elles vivent. Et on les voit tout à fait, lorsqu'il y a une tempête de sable, s'aplatir, plutôt les ailes en arrière en paravent, et se plaquer au sol, ce qui est très logique pour éviter d'être embarqué par ce vent et cette poussière de sable.
Et du coup, on croit qu'elles mettent la tête dans le sable. J'avais lu aussi que c'était tout simplement à cause du fait que les autruches, elles peuvent effectivement mettre la tête proche du sol, mais pour d'autres raisons. C'est tout simplement pour rechercher de la nourriture ou aussi protéger leur nid dans lequel elles ont leurs œufs ou leurs petits, puisqu'elles font des nids au sol, tout simplement. Oui, on le voit bien, cette position où le cou s'arrondit jusqu'au sol et la tête est au ras du sol, quoi. L'origine de cette croyance, en tout cas la première mention d'un phénomène qui aurait donné cette expression faire l'autruche, ça vient de Pline l'Ancien qui dit que les autruches ont l'impression que quand elles mettent leur tête et leur cou, alors pas cette fois dans le sable, mais dans un buisson, que l'ensemble de leur corps est caché. Bon, ça rappelle un peu aussi les enfants qui mettent les mains devant leurs yeux et qui ont l'impression qu'on les voit plus. C'est un peu anthropomorphique, justement, à Bien mon sûr, avis. oui. Et Pline n'était pas à l'abri de cette petite tendance. Puisqu'on parle des menaces que les autruchons peuvent avoir dans leur milieu naturel, et qu'on a vu que les adultes pouvaient être attaqués par les lions, on va pouvoir aussi s'intéresser à l'utilisation des autruches par les humains, puisqu'elles ont été chassées par les humains aussi. Alors, dès l'Antiquité, même peut-être dès la préhistoire, on consomme de l'autruche. Chez des tribus du Kalahari, donc qui est un désert d'Afrique australe, on utilisait les œufs en tant que nourriture, mais aussi en tant qu'outre et en tant que base pour des bijoux. On a aussi les casques libyens et égyptiens qui étaient ornés de plumes d'autruche. Et ça représentait une certaine combativité. On a parlé de l'autruche qui se défend et qui est rapide. Et puis ça peut aussi faire une belle décoration puisque ces plumes sont gigantesques. Et on retrouve aussi les plumes d'autruche dans les parures européennes à partir du 19e. On les retrouve sur les chapeaux, on les retrouve sur les éventails. Et il y a un truc que j'ai lu qui est assez drôle, c'est que on a aussi des traces de cuisine d'autruche qui sont très anciennes. Est-ce que tu connais Apicius, Pierre ? Ah oui, le grand gastronome de l'Antiquité, bien sûr, oui. J'ai même ses recettes ici. Tu en as déjà essayé ? Non, mais c'est surtout sur les poissons, d'ailleurs, que j'avais utilisé ce livre. Mais j'ai pas regardé ce qu'il fait avec l'autruche, mais à mon avis, il doit en faire quelque chose, oui. Alors, il propose de l'autruche bouillie avec au choix 2 sauces qui sont constituées de différents aromates. Voilà, oui. Ce livre est étonnant parce que il y a effectivement force détail sur les sauces à chaque fois, avec plusieurs options. Oui. Alors, on connaissait très bien les autruches dans l'Empire romain aussi parce qu'elles étaient utilisées dans les jeux du cirque. Et on a aussi une trace sur une mosaïque du IVe siècle en Sicile de courses avec des autruches. Et c'est quelque chose qu'on a continué à développer en Afrique, soit sur le dos de l'animal, soit attelé à une charrette. Et c'est quelque chose aussi qui s'est répandu aux États-Unis au XXe siècle. Donc on a encore cette histoire d'oiseau coureur qui poursuit un peu l'autruche. Bon, pour le meilleur comme pour le pire. On n'aime plus du tout cela. Non, bien sûr que non. Pierre, puisque j'aime beaucoup la culture populaire, j'étais un peu déçue de voir que malheureusement, l'autruche, c'est pas un animal qui est particulièrement présent, en tout cas en Occident, dans les œuvres, par exemple littéraires ou cinématographiques. Il y a par contre un dessin animé, encore un Disney, qui m'a marqué. C'est dans le film de 1940, Fantasia. Ah, mais bien sûr, qui font du patin à glace. Alors, pas tout à fait, elles font du ballet. Elles font de la danse classique. Elles dansent. Oui, exact. Oui. Sur l'air de... Alors, sur l'air d'un opéra qui s'appelle La danse des heures de Ponchielli. Ah oui, bien sûr. Et il y a d'autres animaux qui dansent. Oui. Il y a des hippopotames. Des hippopotames, oui. Des crocodiles. Oui. Et il y a des éléphants. Et donc, il y a les autruches. Oui. Et ce qui est génial, c'est que les autruches, ça va très bien avec des danseuses en termes de physique. C'est sûr. Des jambes fines. Oui, longues. Les pointes. Et puis les plumes qui font un peu sutu aussi. Oui. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont vraiment adapté les autruches à des positions de danseuses classiques. Oui, bien sûr. Oui. Donc des choses que les autruches ne feraient pas dans la nature, mais... Je l'ai dans la vision maintenant. Et ce qui est très intéressant, on n'a pas parlé des différences entre mâles et femelles chez les autruches. Couleur un peu. Voilà, exactement. Est-ce que tu te souviens de la couleur des autruches dans le dessin animé ?
Ah bah non, alors non, parce que ça permet de voir si c'est des monsieur ou des madames. Exactement. Alors dans le dessin animé, les autruches, elles ont une tête et des jambes roses et elles ont des plumes essentiellement noires avec un bouclier blanc. Mhm. Et ces autruches, elles ont aussi des nœuds dans les cheveux, elles ont des pointes, elles ont des cils, donc ça fait très féminin pour Disney. Et pourtant... Et pourtant, les autruches dans la nature qui ont ces couleurs, ce sont les mâles. Eh oui, j'y pensais en t'écoutant. Quand c'est foncé, comme ça, noir foncé, c'est le mâle. C'est ça, les femelles sont Donc, plus brunes et grises. Oui, mais il y a une petite erreur là alors. C'est peut-être une erreur, mais c'est aussi probablement parce que tout simplement, le côté rose et puis noir et blanc, ça fait quelque chose de beaucoup plus vif et qui peut beaucoup plus ressembler à des vraies danseuses que les couleurs un peu plus ternes de la femelle. Ça pouvait être des danseurs aussi, mais... Ça aurait pu être des danseurs aussi, puisque par exemple les crocodiles sont représentés comme des danseurs dans Fantasia. D'accord. Et après, c'est pas très étonnant de la part de Disney, surtout des films aussi anciens, puisque dans Pinocchio, on a Monstro, qui est une sorte de baleine bizarre qui ressemble à un cachalot, mais qui a une gorge qui ressemble à celle d'un rorqual. Donc dans Disney, on n'est jamais exact, et puis c'est pas le but. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'autruche. Je te retrouve très vite pour parler d'étymologie. D'ici là, prends soin de toi. Salut Pierre. Salut MJ. Seen things you people wouldn't believe. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres. En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.